Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble pour les 30 prochaines minutes. Et ce soir, émission spéciale puisque nous sommes au Parlement européen de Strasbourg en compagnie d'Alain Lamassoure, eurodéputé UMP d'Île-de-France. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Alain Lamassoure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 10 février 1944 à Pau, vous avez donc 70 ans. Père de 4 enfants, ancien élève de l'ENA, vous avez débuté votre carrière professionnelle en qualité d'auditeur à la Cour des comptes en 1968. Vous effectuez par la suite plusieurs missions de conseiller au sein des services et de ministères. Votre premier mandat politique, vous l'obtenez en 1986. Vous devenez alors député de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes d'ailleurs réélu plusieurs fois à ce poste jusqu'en 1995. En 1989, vous obtenez votre premier mandat d'eurodéputé, 4 autres suivront, dont celui obtenu l'an passé. Vous étiez alors chef de file UMP en Île-de-France. À ce propos, entre 1989 et 2014, qu'est-ce qui a changé le plus dans la fonction de député européen ? Merci de votre invitation. Un petit rectificatif dans votre présentation. J'ai maintenant 5 enfants, puisque vous avez, excusez-moi. d'un second mariage, un petit Lancelot est né il y a 10 mois. D'accord, vous avez donc 5 enfants. Voilà. Donc qu'est-ce qui a changé entre 1989 et 2014 pour un eurodéputé ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que le Parlement européen est devenu un Parlement. Il ne l'était pas vraiment en 1989, parce qu'à l'époque, nous étions dans une période transitoire. Mais les lois européennes étaient décidées par les gouvernements, qui tranchaient à la majorité. Le Parlement européen était saisi, mais plus pour avis que pour décision. Il y avait des cas dans lesquels, selon une procédure compliquée, il fallait l'accord du Parlement européen. Ce qui fait que ce Parlement était plutôt un forum, un lieu de débat, un lieu d'échange qui permettait aux représentants de tous les États et de tous les groupes politiques de donner leurs sentiments sur les politiques en œuvre et les textes proposés par la Commission à l'époque de Jacques Delors. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Nous sommes un Parlement. Grâce au traité de Lisbonne, sur tous les sujets, une loi européenne ne peut plus être adoptée que si elle est votée en termes conformes pour l'ensemble des articles. Par une majorité des gouvernements, toujours bien sûr, mais aussi par une majorité du Parlement européen. Et pour la première fois l'année dernière, ce sont les citoyens, à travers l'élection du Parlement, qui ont élu Monsieur Europe. C'est notre famille politique européenne, le Parti populaire européen, auquel appartient l'UMP, qui a gagné l'élection européenne. Son candidat, Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois, est devenu président de la Commission européenne. Et nous avons constitué une sorte de grande coalition au sein du Parlement européen, composée du PPE et des socialistes, et également des centristes libéraux-démocrates, qui, globalement, soutiennent M. Juncker. Et donc, c'est un changement total. Alors, vous avez également occupé des postes dans différents gouvernements, ministre délégué aux Affaires européennes sous Édouard Balladur, puis ministre délégué au budget sous Alain Juppé. Avec vous, nous parlerons actualité oblige de lutte contre le terrorisme et nous parlerons économie à propos de la Grèce notamment, mais avant, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Et on commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. J'insiste sur le côté rapide. Le but, Alain Lamassoure, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Quel pays a rejoint la zone euro le 1er janvier dernier, le savez-vous ? C'est la Lituanie. Exactement. Vous qui avez été ministre sous Balladur et Juppé, qui d'Alain Juppé ou Édouard Balladur appréciez-vous le plus ? Alors là, vous me gênez, parce que ce sont deux personnalités que j'apprécie, qui m'ont pris dans leur gouvernement respectif, qui m'ont fait confiance et pour qui j'ai la plus grande estime. Je connais mieux Alain Juppé parce que nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur les bancs de l'école communale, on disait à l'époque, à Victor Duruy à Mont-de-Marsan. Nous avions 10 ans et
nous avons conservé des relations très proches. Lequel de ces 3 événements sportifs suivrez-vous particulièrement cette année? Les championnats du monde de cyclisme sur piste en février à Saint-Quentin-en-Yvelines, les championnats d'Europe de basket en septembre ou la Coupe du monde de rugby en octobre? Ah, c'est le rugby, c'est Ouais. le rugby. Ça, honnêtement, c'est le rugby. J'ai joué au rugby dans mon enfance. J'ai joué au rugby, j'ai participé il y a quelques années à la création de l'équipe de rugby de l'Assemblée nationale qui avait lancé un défi à l'équipe de rugby de la Chambre des communes anglaise. Vous aviez gagné? La première fois, nous sommes allés à Twickenham, nous avons perdu. À Twickenham, carrément. Ah mais carrément. Et l'année d'après, nous avons joué à Paris et nous avons pris notre revanche. Mais je m'intéresse beaucoup Alors aussi... Twickenham, on précise, hein, c'est le stade français de l'Angleterre, on va dire, entre guillemets. Ah oui, c'est le temple. C'est le temple, c'est la Mecque. Wimbledon est la Mecque du tennis, Saint-Andrews est la Mecque du golf, le stade de Maracana est la Mecque du foot, et Twickenham est la Mecque du rugby. Mais je suivrai, j'aime beaucoup le cyclisme sur piste et je viendrai à Saint-Quentin. Connaissez-vous la température moyenne annuelle en France en 2014, excusez-moi, en 2014, la température qu'il a fait sur le territoire? Trop froid. Non, il a fait 13,8 degrés en moyenne sur l'année, soit l'année la plus chaude depuis 1900. L'année 2014 a été l'année la plus chaude du siècle. Je suis désolé, c'est trop froid pour moi. 88... C'est trop froid pour moi, je suis un homme du Sud. Plus il fait chaud, plus je suis heureux. Alors, on en tirera les conséquences politiques, naturellement. 88% des Français sont favorables, selon un sondage de l'IFOP, à l'autorisation de l'euthanasie active pour les personnes en fin de vie. Y êtes-vous favorable, vous? Non. Moi, je suis favorable à la loi Leonetti. Ce sont des sujets extraordinairement douloureux. Je trouve que la loi française est bien faite. J'ai eu déjà à plusieurs reprises à être confronté au problème de la fin de vie de personnes très proches. Et à chaque fois, je trouve que ça s'est passé dans la dignité. Et que, voilà, s'il y a des aménagements à faire, faisons-les, mais... ça fait partie des sujets sur lesquels les politiques doivent être très attentifs à ce que dit la société. Ce ne sont pas des sujets politiques, c'est des sujets qui relèvent en fait de la philosophie, de la spiritualité, de l'idée que chacun se fait de la vie, de la mort. Et il faut être extrêmement prudent et éviter les formules trop fortes. Je n'aime pas le mot d'euthanasie active. L'hebdo politique sur Sensation. Alain Lamassoure, pour ce premier thème de l'hebdo politique, on va aborder la lutte contre le terrorisme. Ce sujet est revenu malheureusement sur le devant de la scène depuis les attentats commis en France récemment. Ce sujet sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen le 12 février, mais également lors d'un sommet international qui se tiendra le 18 février à Washington. Cette prise de conscience, ces réunions, c'est du concret, vous pensez, ou alors c'est surtout une opération qui vise à rassurer les populations avant tout ? Non, pas du tout. C'est du concret, ça doit l'être. Et je me réjouis que le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur une proposition que j'avais faite initialement, a décidé de consacrer la totalité du prochain Conseil européen à la lutte contre le terrorisme. Et cette fois-ci, la tragédie a été telle, toute une rédaction d'un journal massacrée. Il n'y a aucun précédent historique de ça. Des journalistes tués, soit par des opposants, soit plus généralement par le pouvoir politique, directement ou indirectement, ça s'est vu. Mais toute une rédaction massacrée de cette manière, et pour cette raison, ça ne s'est jamais vu historiquement. Et la réaction, cette extraordinaire marche, cette démonstration silencieuse dans la dignité, dans le courage, dans la force, mais dans le bon sens du terme, en France et à travers toute l'Europe, sans précédent aussi, ça doit inviter les politiques que nous sommes à aborder enfin ce problème que nous n'avons jamais regardé en face dans toutes ses dimensions. Et donc le Conseil européen, à mon avis, il doit aborder le problème sur les 3 dimensions principales. 1, oser avoir, ce que nous n'avons jamais eu, une politique étrangère commune vis-à-vis des pays extérieurs qui sont les foyers du terrorisme. Donc en ce moment, Syrie, Irak, Libye, sans oublier le conflit qui est la mère de tous les conflits de ce genre, qui est le conflit israélo-palestinien, sur lequel l'Europe est totalement absente depuis des années. Deuxièmement, une dimension proprement européenne, comment faire en sorte, puisque il apparaît que tout ce terrorisme
existe dans toute l'Europe et que les terroristes circulent à travers l'Europe, comment compléter le dispositif d'information de nos polices nationales sur les risques terroristes. Et là se pose le problème. On en reparlera du dossier de registre. Du registre PNR. Et puis troisièmement, et surtout, et c'est le plus difficile, c'est le plus délicat, au niveau national, chacun chez nous, ce qu'a démontré ce qui était arrivé la semaine dernière, où 3 Français ont massacré d'autres Français. Comme en Angleterre, des Anglais avaient massacré des Anglais, ou en Espagne, des Espagnols avaient massacré des Espagnols au nom d'une conception folle de la religion islamique. Comment parvenons-nous à faire ce sur quoi nous avons tous échoué jusqu'à présent? À faire en sorte que la communauté des musulmans qui vivent dans nos pays se sentent à l'aise et heureuses de vivre dans nos pays. Parce que le terrorisme est un aspect, même si 90% ou 95% des musulmans qui vivent en France ou en Espagne ou en Angleterre désavouent totalement le terrorisme, il est vrai qu'il y a à la base un mal-être, une mauvaise intégration. Et ça, c'est un problème redoutable qui prendra du temps et que nous n'avons plus le droit aujourd'hui d'éluder. Alors en France, le Parlement a adopté en novembre dernier une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme. Elle instaure notamment une interdiction de sortie de territoire pour les personnes soupçonnées de vouloir faire le djihad. Certains à droite, comme Nicolas Sarkozy ou Valérie Pécresse, députée des Yvelines, veulent renforcer les dispositifs déjà existants rapidement. Le gouvernement souhaite vouloir prendre un peu plus de recul. Quel est votre avis là-dessus ? Je suis contre la législation à chaud, la législation dans l'émotion. Il faut sans doute renforcer encore notre dispositif. Si déjà on appliquait les dispositifs existants, européens et nationaux, si on les avait appliqués, sans doute que les attentats de la semaine dernière n'auraient pas eu lieu. Ça n'est pas une insuffisance de loi qui empêchait la police française de surveiller les 3 personnes qui se sont livrées à ces meurtres. Ça n'est pas non plus une insuffisance des moyens donnés aux uns aux autres. Donc, appliquons d'abord la loi, même s'il y a des améliorations sans doute à apporter. Certains disent déjà attention de ne pas aller trop loin, notamment en termes d'atteinte aux libertés publiques. On pense bien sûr au Patriot Act américain. Quelle est la ligne rouge en termes de lutte contre le terrorisme? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire absolument? Écoutez, là nous avons un bon exemple que j'ai suivi de près à l'époque où j'étais élu du Pays Basque français, qui est la manière courageuse, méritoire, efficace, avec laquelle l'Espagne a réussi à mettre fin au terrorisme de l'ETA. Il faut bien comprendre la difficulté de l'exercice. Nous n'avons pas affaire à un petit nombre de personnes exaltées. Nous avons affaire à des groupes de personnes nombreuses, ayant un certain soutien dans une part de la population, même si cette part est quantitativement limitée, et qui nous a déclaré la guerre. Vous parlez de guerre ? C'est comme ça qu'ils le conçoivent. Et donc, s'ils le conçoivent comme une guerre, nous devons le traiter comme une guerre. Mais, et c'est là la grande difficulté, nous sommes des démocraties. Nous renonçons à employer contre eux, l'Espagne a renoncé à employer contre l'ETA des méthodes de guerre. Et je vous assure que le terrorisme de l'ETA, il n'était pas moindre que celui des islamistes. Hein. Un modeste conseiller municipal d'un petit village qui osait ne pas soutenir la lutte armée dans ses propos était descendu d'une balle dans la nuque à la sortie du conseil municipal. Le mérite de l'Espagne a été de mener cette guerre avec les armes de l'état de droit. Du coup, la ligne rouge, c'est quoi précisément en France? Ça doit être... Rester un état de droit. Rester un état de droit. Donner... Ce que fait les Américains, c'est inimaginable en France, notamment mettre en prison... non, c'est inimaginable, parce que les Américains, en fait, dans ce qu'ils appellent le Patriot Act, se sont déclarés en état de guerre. C'est ça que ça veut dire. Et ont considéré que toute personne qui non seulement était terroriste, soit, mais qui pouvait être suspectée de terrorisme,
n'avait pas le droit d'un citoyen ordinaire et notamment pouvait être emprisonné à tout moment sans contrôle de juge et sans décision d'un juge par la police, être détenu comme on l'a vu en Guantanamo pendant des années, je ne parle pas de torture, et que, attendez, toutes les communications téléphoniques, toutes les communications Internet de personnes suspectées pouvaient également être surveillées. J'ai appris ce matin par l'un de vos confrères que en Russie, au moment des Jeux Olympiques de Sotchi, pendant toute la période des Jeux Olympiques et dans toute la zone de Sotchi, toutes les communications Internet, tous les mails, tous les textos envoyés ou reçus par tous les personnes présentes là-bas étaient systématiquement surveillés par la Russie. Ça, c'est quelque chose que nous, Européens, nous ne ferons jamais. En France, 15 lois ont été votées depuis 1986 pour lutter contre la menace terroriste. Ne courons-nous pas finalement un peu bêtement après les terroristes avec des lois ? C'est pas cette impression. Vous avez raison. Mais nous avons toujours le réflexe en France, dès qu'il y a un problème, de faire une loi, de la faire sous le coup de l'émotion et après de ne pas se préoccuper de son application. Nous ferions mieux de faire moins de lois, mieux écrites, mieux pensées et après d'avoir la modestie de les appliquer. Le reste de l'Europe s'agitait également pour lutter contre le terrorisme. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, de nombreux dispositifs ont été récemment adoptés ou vont l'être très rapidement. L'initiative semble donc rester du domaine national. Est-ce que vous le regrettez, ça ? Il faut à la fois une initiative du domaine national puisque les forces de police sont nationales, mais il faut aussi une coordination européenne, c'est clair. Elle n'est pas assez importante aujourd'hui ? Nous avons déjà beaucoup de moyens que nous sous-utilisons. Par exemple, au point de vue fichier, nous avons mis en place, j'ai joué un rôle parce qu'on a commencé à l'époque où j'avais des responsabilités gouvernementales, nous avons mis en place un système de suivi informatique dit de Schengen, dans lequel tous nos pays apportent comme information la liste des personnes qui ont été condamnées ou la liste des personnes qui sont fortement suspectées d'appartenir au grand banditisme ou au terrorisme, mais aussi des listes et des références d'objets, d'armes qui ont été saisies ou de voitures, de véhicules automobiles qui ont pu servir pour des opérations criminelles. Manifestement, les informations disponibles dans ce registre n'ont pas été suffisamment exploitées. Et puis, il y a d'autres registres à mettre en place, et notamment, il est évident que le registre des informations relatives aux passagers aériens... Que le Parlement bloque depuis 2011 ? Que le Parlement a bloqué de manière stupide, à l'initiative de la gauche. Et là, pardon de faire un peu de politique, mais enfin, ce sont les socialistes et les Verts qui s'y sont opposés. Qui n'étaient pas majoritaires. Mais qui ont réussi à constituer une majorité sur ce sujet. Vous voulez qu'on accélère cette démarche, cette mise en place si on ne le fait comme pas, le demandent les dirigeants européens d'ailleurs. Évidemment, mais comme le demande l'opinion publique. Si on ne le fait pas après un tel massacre, au bout de combien de massacres le fera-t-on ? D'autant qu'il faut bien voir que cette affaire n'est en rien une atteinte aux libertés. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de permettre aux services de police d'avoir les informations que nous, passagers aériens, nous donnons spontanément à des compagnies aériennes. C'est tout. L'information sur les vols, le prix des vols, l'endroit où on est allé, etc. Et le numéro de la carte de crédit avec qui on a pu payer. Ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Mais il faut savoir que beaucoup de pays au monde l'ont déjà constitué. Beaucoup de pays européens ont déjà créé ces fichiers nationaux. Et dans certains pays, l'efficacité en a été spectaculaire. Et que le choix qui est devant nous aujourd'hui, c'est pas mettre en place un registre de ce genre ou se passer d'un registre de ce genre, c'est d'avoir 28 registres nationaux qui ne communiquent pas entre eux et qui donc servent à rien, ou bien d'avoir un seul registre européen. C'est une question de logique finalement. Mais c'est évidemment logique. Évidemment logique. Alain Lamassoure, je vous propose de faire une pause musicale. On se retrouve dans un instant pour parler de la situation de la Grèce et d'économie. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Alain Lamassoure, eurodéputé UMP d'Île-de-France. Vous êtes notamment membre de la Commission des affaires économiques et monétaires. On va donc parler économie avec vous. Et en ce début d'année, ce qui fait plus ou moins trembler l'Europe, ce sont les élections législatives anticipées en Grèce.
En tête des sondages pour le moment, le parti de la gauche radicale Syriza, son leader Alexis Tsipras veut stopper l'austérité imposée à son pays depuis 2009-2010. Ça inquiète les analystes, les spécialistes et les marchés. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Non. la gauche radicale au pouvoir en Grèce? Non. Ça n'inquiète pas grand monde, autre que les Grecs. C'est une affaire grecque. Et là, on mesure quand même les progrès faits par l'Union européenne et la zone euro depuis 3 ans. Il y a 3 ans, la perspective d'une faillite de la Grèce mettait en danger l'ensemble de la zone euro et créait des doutes sur la capacité de survie de la zone euro. Nous avons énormément agi et nous l'avons fait de manière efficace. Nous nous sommes dotés d'un fonds de secours pour les pays en difficulté, qui a des moyens considérables, qui peut mobiliser jusqu'à 1000 milliards d'euros. Nous avons mis en place une aide spécifique à la Grèce. Nous avons au passage effacé la moitié de la dette grecque. Nous avons remplacé les créanciers privés de la Grèce par des créanciers publics. Désormais, c'est les contribuables allemands et les contribuables français qui sont propriétaires de la dette grecque. Et donc, si par malheur, ce n'est pas du tout l'intention des Grecs, ni même de M. Tsipras et de Syriza, mais si par malheur la Grèce quittait la zone euro et nous remboursait en monnaie de singe, il faut savoir que les Français perdraient 50 milliards d'euros dans cette affaire. Mais aujourd'hui, la zone euro est complètement stabilisée. Le problème grec, il y a 3 ans, était un problème européen. Aujourd'hui, le problème grec est un problème grec. Et donc, c'est aux Grecs de le régler. Si Syriza s'impose en Grèce, faudra-t-il écouter, prendre en compte ses exigences en termes de politique économique, ou alors faudra-t-il obliger le pays à honorer ses engagements pris avec d'autres dirigeants? Ce pays devra évidemment honorer ses engagements. D'autant que nous avons négocié très récemment avec l'actuel gouvernement grec, qui est très responsable, très courageux et très remarquable, de M. Antonis Samaras, des délais de paiement et des taux d'intérêt qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt de la dette grecque est inférieur à celui des taux d'intérêt auxquels la France emprunte. Il faut bien voir que nous avons fait pour les Grecs, nous avons fait aux Grecs, nous avons accordé des aides, des dons considérables. Il faut que vos auditeurs comprennent que s'il y a de l'austérité en Grèce, ce n'est pas une austérité apportée par l'Europe, imposée par l'Europe. C'est l'austérité imposée par les folies grecques. Dans les 10 années qui ont précédé la crise financière, les salaires ont augmenté 3 fois plus vite en Grèce qu'en France. Ils ont vécu littéralement au-dessus de leurs moyens. Le salaire moyen net du cheminot grec était de 5 000 €. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on dit à ces gens « il faut baisser vos salaires », il y avait, dans certaines administrations grecques, 1/3 de fonctionnaires qui n'avaient même pas de bureau, qui étaient payés à ne rien faire. Quand du jour au lendemain on dit s'ils font rien, il ne faut plus les payer, ces gens-là descendent dans la rue et disent c'est une austérité qui est tout à fait inacceptable. L'austérité n'est pas imposée par l'Europe, elle est imposée par les folies auxquelles ils se sont livrés. Et s'il n'y avait pas eu l'aide de l'Europe, les 50 milliards donnés par la France, prêtés par la France, les 80 milliards prêtés par l'Allemagne, 270 milliards en tout, les Grecs auraient 270 milliards de plus à payer. Donc, les Grecs sont devant leurs responsabilités. J'ajoute que M. Tsipras, qui a commencé à être connu par des positions assez extrêmes et populistes et démagogues... Il a dit qu'il ne sortirait pas de l'euro, en tout cas. A dit qu'il ne sortirait pas de l'euro, ce qui veut dire implicitement qu'il sera amené à honorer les engagements de ses prédécesseurs. Alors, j'ajoute qu'il serait très surprenant qu'il ait une majorité qui lui permette de gouverner seul, le plus vraisemblable, et qu'il y aura une coalition à la tête de la Grèce, et que la politique grecque sera marquée par la continuité, ce qui est souhaitable, parce que la Grèce commence enfin, pour la première fois depuis 6 ou 7 ans, à sortir de la récession et à recommencer à gagner de l'argent. Pour information, la dette publique grecque représente plus de 320 milliards d'euros, soit 177% du produit intérieur brut du pays. La montée en puissance de Syriza, de Podemos également en Espagne, et à l'opposé du Front National en France, le mouvement 5 étoiles également en Italie, tous ces partis critiquent la politique économique de l'Europe. Est-ce assez écouté par les dirigeants européens ? Est-ce qu'il n'y a pas une base qui finalement dit autre chose et la politique européenne qui continue dans l'autre sens ? Mais il faut que nous sortions de l'idée que nous, en France,
que nous serons une idée, nous en France, qu'il y a une politique de l'austérité dans toute l'Europe qui frappe toute l'Europe. Non, non. Il y a 28 politiques économiques différentes. Chacun est responsable de sa politique économique. Ce qui se passe, c'est que quand un des pays a été mal gouverné, mal géré, cas, hélas, de la France, ou a fait des folies, cas du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Roumanie, si ces pays crient SOS, demandent notre aide, en contrepartie des prêts que nous leur faisons, pour être sûr que ces prêts seront remboursés, c'est-à-dire que ce n'est pas nos contribuables qui paieront à la place des leurs, nous mettons un certain nombre de conditions. Voilà. Alors, résultat, ça se passe très bien dans la plupart des pays. Tous les pays en 2015... Mais la montée du FN et des partis eurocritiques, c'est un signe quand même que les gens n'en peuvent plus ou n'en veulent plus de ces politiques-là. Même si... Mais attendez, je vais revenir là-dessus. En 2015, tous les pays européens seront en croissance économique. Et naturellement, il y a un certain nombre de sacrifices à faire. Si au bout de quelques années, les sacrifices sont durs à supporter, s'il y a des partis politiques démagogues qui disent « votez pour moi parce qu'au moment-là, on pourra arrêter les sacrifices », on comprend que ça tente un certain nombre de personnes. Mais j'observe que jusqu'à ce jour, même en Grèce, et nous verrons le résultat des élections en Grèce, au moment des élections, les électeurs ont eu un comportement responsable et ont voté pour des partis responsables. Et ça n'est pas au moment où la Grèce est en train de sortir du trou, où l'Espagne, depuis maintenant 2 ans, voit une chute spectaculaire du chômage. Il reste très élevé, mais la chute est spectaculaire. La tendance est à la baisse. Oui, mais en baisse forte, alors que nous, on est en hausse forte. Et donc on n'est pas non plus au même taux, on est à plus de 10%. Non, bien sûr, mais la société espagnole fonctionne différemment de la nôtre. Ce qui est très important, c'est la tendance. Les Espagnols, depuis 2 ans, ont retrouvé une compétitivité qu'ils n'avaient jamais eu dans l'histoire. Ils vendent depuis 2 ans plus à l'Allemagne qu'ils lui en achètent des produits industriels. Les Irlandais sont revenus de l'enfer. Bon, et à la fin des fins, ce sont les politiques raisonnables qui finissent par payer, dans tous les sens du terme, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux populations et que les peuples, au moment des votes, finalement, comprennent. Dernière question, quelle est la priorité absolue d'un point de vue économique selon vous? On parle beaucoup du taux de chômage chez les jeunes qui dépasse 50% en Grèce et en Italie et avoisine les 25% en France. C'est la priorité pour vous ou vous en voyez une autre? Non, mais le taux de chômage, réduire le chômage, revenir au plein emploi... Des jeunes notamment, on parle d'une génération perdue dans beaucoup de pays européens. Oui, mais pour ça, il faut rétablir la croissance. La priorité absolue, c'est la croissance. Si on reste à une croissance à 1%, aucun problème n'est soluble. Et il faut qu'on arrête en France cette erreur consistant à dire, le problème numéro 1 étant le chômage des jeunes, on va donner de l'argent aux jeunes, ou on va leur donner des stages, ou on va leur donner des petits boulots, faute de leur permettre d'avoir un vrai emploi. Non, il faut qu'ils aient un vrai emploi. Pour avoir un vrai emploi, il faut avoir un taux de croissance de 2 ou de 3%. C'est ce qu'a la Pologne, c'est ce qu'a l'Angleterre, c'est ce qu'ont les États-Unis, c'est ce que nous devons retrouver pendant l'année 2015. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette hebdo politique spéciale au Parlement européen de Strasbourg. Nous étions en compagnie d'Alain Lamassoure, eurodéputé UMP d'Île-de-France. Merci d'avoir participé à cette émission. Une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 18h sur Sensation. Bonne fin de week-end à tous et bonne semaine. L'hebdo politique sur Sensation.